Bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Donc bonjour à tous. Bienvenue dans Un thé au studio Savoie. Aujourd'hui, je suis avec Cyril Dehaas. Bonjour. Salut Cyril. Salut. Donc toi, tu es musicien. Oui. Contrebassiste, bassiste. Oui. Et compositeur. Oui. De musique, soit pour tes propres projets, soit pour des projets collaboratifs avec du théâtre, de la danse, des films. Le cinéma. Oui, j'ai vu que tu avais eu un prix aussi. Oui. Un prix ici en Belgique. Magritte. Félicitations. Un beau Magritte. Que je partage avec... on est deux. Je partage ça avec Manuel Roland. On avait fait un film, c'est en 2017, Parasol, de Valérie Rosier. Et mon premier long métrage, j'avais fait des courts-métrages avant, mon premier long métrage, et bam, Magritte, super. Très félicitations. Et puis ma fille est arrivée, juste après, un mois plus tard, ma fille naissait. Ah, waouh. Oui. Donc ça, c'est quand même une année... Mais c'était une année assez prolifique, on va dire. Incroyable. Ouais, c'est chouette. Incroyable. Merci d'être là, en tout cas. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux... On va revenir... Moi, j'ai des questions sur ta musique et des sensations, mais peut-être on va d'abord parler de ton parcours. Comment la musique... est arrivée dans ma vie. Comment ça se vient, ce médium, et ensuite ton parcours. C'est une longue histoire, ça. Longue histoire parce que je commence à avoir un certain âge, même si je reste jeune. Écoute, je pense que tout commence dans mon adolescence. On est plusieurs copains. Mes parents sont pas du tout musiciens. J'ai pas du tout un rapport musical chez moi. J'ai plutôt un rapport pictural dans ma famille. Plutôt les tableaux, art moderne, contemporain. Beaucoup traîné dans des expositions, dans ces milieux-là. Et si je me souviens bien, mon frère, lui, s'était mis à la musique. Et puis moi, j'ai commencé un petit peu dans la foulée de mon grand frère. Et puis on s'est mis plusieurs copains à l'école, tu vois. C'est un peu l'excuse pour se retrouver entre potes, fumer un peu nos premières cigarettes en cachette, boire nos premières canettes en cachette. On a 15 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et à l'époque, moi, je lisais même pas la musique, rien du tout. Moi, j'ai commencé, j'ai une basse électrique à la maison, j'écoute la radio, j'avais un lecteur de cassette, j'enregistrais les morceaux que je pouvais à la radio, et puis tu réécoutes, et tu t'essayes de déchiffrer les trucs, puis tu vois avec les copains. C'est là que j'ai découvert que si tu ralentissais la bande, le pitch change. Parce que j'étais tout content, j'avais déchiffré le morceau, et puis j'arrive, et en fait tout était genre une carte plus bas. Ah ouais. Et je dis, je comprends pas, j'ai fait la cassette et tout, et j'ai juste ralenti pour entendre bien et tout. Et c'est là que j'ai découvert que tu dépitchais vers le bas. Exact. Donc ça, c'est une des premières découvertes techniques. Et puis après, moi, j'ai découvert vraiment Attends, là, on est dans les années quoi, 90 ? Oui, on doit être dans les années 90. Moi, je suis 77, donc 92, 93. Nevermind de Nirvana, la claque à la télé. Moi, j'étais un grand fan de Led Zepp, déjà à l'époque. Et puis, il y a toute une espèce de mode de tablature. Il y a des impressions de tablature. Et on commence à découvrir ça. Et puis moi, j'ai commencé à lire de la musique sur tablature avec les copains, à faire, je sais pas... Du Metallica, du Guns, Puis j'ai trouvé un gros bouquin sur Led Zepp. J'ai commencé à étudier pas mal Led Zepp, surtout John Paul Jones, qui a été un grand fan. Et ça m'amène quoi ?
jusqu'à la sortie de mon humanité. On jouait pas mal, enfin on jouait beaucoup entre copains, on avait un peu des petits concerts à droite et à gauche dans le cadre de l'école. C'est un peu le prétexte pour rouler des mécaniques et essayer d'avoir des filles, ça n'a jamais marché. Mais bon, moi je faisais de la basse moi aussi, le chanteur a eu plus de succès que moi ça n'a jamais marché. Bref, et moi comme je n'ai pas du tout d'un milieu musical ou artistique, hors de question de faire des études artistiques. Ah ouais. Donc, chez toi, c'était pas inenvisageable. Et pour toi non plus, du coup. Oui, pas du tout dans ma tête. Ouais. Tu vois, moi j'étais un peu sur des rails Enfin, moi je viens d'une famille, bonne, qu'est-ce qu'on va dire, une bonne famille belge, même si, enfin mon père est étranger, mais... Et donc je suis rentré à l'université et j'ai fait des études d'économie. Ok, J'ai fait 5 ans d'économie, ok, ingénieur commercial à Louvain, d'accord. qui était chouette parce que j'ai joué aux cartes et j'ai bu des bières pendant 5 ans. J'ai fait plein de trucs, j'ai continué à faire de la musique. J'allais jamais au cours. Je m'étais fait copain avec quelques grosses têtes de l'auditoire, avec surtout des filles qui me filaient des cours. Et donc moi, la majorité de l'année, je jouais aux cartes. J'étais un fan de whist. Ah ouais, je vois. On jouait pour de l'argent. C'est bien, ça payait les bières de la journée, tu vois. Ouais, Et j'ai je commencé vois. à fumer les clopes en grande quantité. On sortait. J'ai fait pas mal de musique à ce moment-là. Enfin, j'ai continué à travailler avec les mêmes copains. On continuait à jouer avec plus ou moins un résultat probant. On a terminé... Quand j'ai fini l'UNIF, en fait, on sortait notre premier disque chez Carbon 7 à l'époque. Ah, voilà. Donc avec les mêmes avec qui tu étais Avec les mêmes aux avec qui humanités. avec qui j'ai commencé en humanité. Ah ouais, donc c'est quand même... c'était pas que on boit des bières et tout. Il y a quand même... Oui, non, mais attends, avez mais là, progressé, quoi. on commence vers 14 ans, 15 ans ensemble et on doit sortir notre premier disque chez Carbon 7 en début 2000, un truc comme ça, juste avant que moi je finisse l'UNIF. Ok. Donc on est quoi? Oui, on a dû jouer 7-8 ans ensemble, on a appris quand même pas mal, on avait changé de batteur entre-temps. Donc on fait un peu ce changement-là. Pourquoi je parle de l'UNIF? Parce que j'ai finalement fini l'UNIF et mon père a eu la bonne ou mauvaise idée, ça c'est l'histoire qui nous dira, de me dire, si tu finis l'UNIF, moi je veux bien te soutenir un an si tu veux étudier autre chose. Ah, excellent. Mais il ne se doutait Il pas. ne se doutait pas du tout de ça. Je crois qu'il s'attendait à ce que je lui dise oui, je vais aller dans une école de commerce à Paris, à Londres, aux États-Unis, peu importe. Ok. Tu vois, un truc, prendre mon avenir en main. Et je traînais pas mal avec 2-3 personnes qui... En fait, en dernière année d'UNIF, j'ai rencontré Michel Hadji-Georgiou, qui est le bassiste d'Akamoun, Ok. et qui était prof au conservatoire. Ok. Et je rencontre le type, et le type me dit « Ah, mais viens, moi je donne cours tous les jeudis, viens. » Et donc moi, je me suis incrusté comme un vieux plouc au conservatoire. Excellent. Et donc pendant toute ma dernière année d'UNIF, en fait, moi j'allais toutes les semaines au conservatoire. Excellent. Et je me mettais dans la salle, et j'écoutais en fait les cours, Ok. je prenais un peu des informations, c'est là que j'ai commencé à apprendre à lire un peu des accords, je me suis rendu compte qu'il y avait du solfège, et puis on m'a parlé un peu d'académie, donc j'ai suivi quelques cours de composition à l'Académie de Bruxelles avec un type. Je comprenais rien avec les notes, mais bon, je trouvais ça très intéressant parce qu'il explique... Enfin, vraiment une première ouverture théorique. C'est marrant parce que j'ai fait le conservatoire plus tard et je suis retombé sur les étudiants que j'ai connus en élèves libres. Et ils m'ont tous... C'était toi qui venais nous casser les bonbons. Enfin, on a déjà qu'une demi-heure de cours par semaine. Et en plus, on doit se taper un Joe qui est dans le coin de la salle qui vient vraiment prendre nos heures privées, tu vois. Ah, parce que tu étais actif, tu posais des questions. Ouais, un petit peu, de temps en temps. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui... Enfin, j'aime bien ouvrir ma bouche, poser des C'est questions. ça. Et c'est chouette. Et donc, sur le coup, je suis parti à Anvers. En fait, j'ai entendu parler de l'école à Anvers, Jazz Studio, qui demandait pas de prérequis musical, qui était payante. Enfin, qui était payante. On s'entend, en Belgique, rien n'est vraiment très payant, mais enfin, qui était payante. Mais bon, comme mon père me banquait la première année, nickel. Et j'avais ma caisse. Et comment tu vis parce que toi, tu viens un peu d'un monde de rock, là, c'est ça le groupe que tu avais. Ah oui, totalement. Hein. Moi, alors, je fais que du rock, ouais, que c'est du ça. truc. Et comment tu arrives dans cet univers jazz avec...
toutes les questions? Écoute, Tu ça a trouvais été- quand même des ponts? Moi, ça a été la t'aidait découverte. pour l'harmonie, je sais pas, ou alors ça t'a fait changer d'idée musicale? En fait, mais de rock, j'ai jamais été vraiment un rock dur. Enfin, métal et tous ces trucs-là, j'ai jamais été vraiment là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été fan de. Je suis un grand fan de John Paul Jones, le bassiste de Led Zepp. Et en, en- en le travaillant d'une certaine manière, ou en l'étudiant, ou en regardant un peu sa vie, ce type est une brute musicale. Donc, il est maître de chapelle. Il hésite à prendre le truc à prendre la place avec Led Zepp parce qu'on lui propose une place de maître de chapelle quelque part. Il a une formation classique merveilleuse. Ce type écrit des contrepoints. Enfin, dans Led Zepp, si on écoute tous les claviers derrière, c'est tous des mélotrons, hein, tous les arrangements de cordes et tout ça. Donc, c'est John Paul Jones qui fait ça. Il y a des contrepoints de malade, c'est super bien écrit. Enfin, Et donc, il y a quand même, et surtout avec Led Zepp, il y a tout un penchant un petit peu coloré. Tu vois, c'est pas juste un rock power chord 1-5 octaves, tu vois, juste le riff que j'adore, hein, Led Zepp. Enfin, ça c'est. Et donc, j'ai quand même une attirance un petit peu pour ce genre de finesse musicale, enfin de broderie musicale, on va dire, sans savoir véritablement ce que c'est. Et quand j'arrive au jazz studio, moi, ça, c'est la révélation. Je me suis fait chier pendant 5 ans à l'UNIF à détester mes cours. Enfin, j'avais très bonnes excuses. Je buvais des bières, je jouais aux cartes avec mes copains, c'est très bien, mais j'ai jamais été au cours. C'était vraiment là. Et là, tout à coup, j'arrive et tous les cours m'intéressent. Enfin, tu vois, t'arrives à 8h du mat, t'as histoire de la musique, t'as un Joe qui t'explique, je sais pas, des anecdotes sur ce qui s'est passé les 100 dernières années, super intéressant. Puis tu as un cours d'harmonie, on t'explique des choses. Puis tu as premier cours de solfège, où on t'explique des intervalles. Tu commences à comprendre, à mettre des choses. Tu as des cours d'instruments, des cours d'ensemble. Tu crois que tu es fatigué, les profs sont plus fatigués que toi, parce qu'ils ont jamais toute la nuit. Découverte. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Et attends, là, on est en 2000. Moi, j'ai 23 ans. Et je suis un enfant. Enfin, je pense être un enfant. Et en fait, j'étais le plus grand de l'école, puisque j'avais déjà fait 5 ans d'UNIF. Oui, et moi, je pensais que j'étais vraiment le petit jeune. Et ça a été révélation. Moi, je fais une première année. Là, je suis en basse électrique. Ok. J'ai les cheveux longs. Ah ouais. Je porte des Santiago. J'ai une basse 6 cordes. Et je l'ai toujours. Hein, j'ai une lag 6. Ah ouais. Waouh. Bon, j'ai 11 basses électriques, un peu plus. Ah 12, ouais. 13. Ah, collectionneur aussi alors. Ouais, sur mes années, j'ai vendu une basse. Plus jamais je vendrai du matériel. Plus jamais. Ah ouais, ça t'a déchiré ou quoi? Mais j'ai vendu une basse, une Fender américaine, et je comptais acheter autre chose. Je voulais acheter une Vigier, parce que j'avais vu une Vigier avec fretless, avec la touche était en inox. Okay. Oh putain, c'est super. Je vends ma Fender américaine, et je voulais acheter ça, cette Vigier, je l'adorais. Et j'ai jamais acheté la Vigier, et j'ai bu des bières. Et donc, plus jamais, je ne vends plus jamais d'instruments. Ah oui, parce que ça peut mal finir. Ah, mais oui, mais en fait, c'est juste de l'argent perdu. C'est juste de l'argent. Ça ne se transforme pas en instrument. Mais non, c'est ça, donc je ne fais plus ça. Et donc là, c'est ma première année. Et en fin de première année, je suis beaucoup plus impliqué dans le jazz. Bon, le jazz studio, ça qu'est-ce qu'on va dire? Ça ratisse large en termes d'apprentissage. C'est pas du tout un jazz, pas spécialement plus un jazz traditionnel qu'un jazz moderne. Enfin, je veux dire, ça ouvre vraiment beaucoup de choses parce que c'est une école ouverte à tout le monde. Donc, ça essaye de centrer. Et je pense que comme j'étais travailleur, moi, je viens de 5 ans d'UNIF, autant dire étudier des milliers de pages, ça ne me pose aucun problème. L'étude ne me pose pas de problème. Donc, je crois que j'étais assez dévoué dans l'étude et les profs me prennent un peu sur l'oreille. Ok. Donc, je me retrouve à jouer avec les profs. Tout à coup, je participe à tous les workshops dès qu'il faut un bassiste parce que j'apprends assez vite à lire les accords. Je pratique beaucoup. Je me donne vraiment à 100% moi là-dedans puisque je suis totalement fan. Et donc, en fin de première année, en fait, moi, je joue quand même pas mal avec les profs. J'ouvre des jams. Je participe à la majorité des workshops en tant que bassiste. Et en fait, je commence à faire des petits jobs à droite et à gauche, tu vois. Tu vois encore. Je me souviens, il y a
il y a une fille qui me dit très gentiment mais tu devrais jouer de la contrebasse. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé la contrebasse. Ah ouais, ah, c'est génial. C'est que des rencontres hasardeuses Oui, tout à fait. Et humaines, en c'était fait. une C'est des génial. étudiantes. C'est génial. Et qui avait des yeux très profonds. Et sur le coup, j'ai commencé la contrebasse. Ok. Euh, et là, donc ça, je suis en fin d'année de première. En fait, je vais voir, il y a moyen de louer une contrebasse au mois. Ça coûtait 20 € par mois, je me souviens. Ok. Bon, moi, je gagnais pas un rond. Je vivais chez ma grand-mère. En fait, les seules charges que j'avais, je ne payais pas de loyer et de bouffe parce que je vivais chez ma grand-mère. J'avais mon essence à payer. Et j'avais un peu mes bières à payer et j'avais ces 20 balles. Donc, bref, je fais mon petit budget, je fais des petits boulots à droite et à gauche. Toujours est-il, j'arrive à payer mes trucs et je commence la contre. Et j'ai fait un stage en été avec le prof. Bas Koymans, c'est le prof du Jazz Studio. Et ça, moi, ça a été aussi la révélation. Enfin, l'instrument, le rapport à l'instru a été... alors que je me sentais, je ne vais pas dire mal à l'aise avec la basse électrique, en fait, je me sentais obligé d'être prolixe avec la basse électrique. Tu vois, d'avoir un jeu très fouillis. Enfin, il y a quand même toute l'école Jaco derrière, surtout dans toutes ces écoles de jazz, de musique, tu as un peu les techniciens débarquent, quoi. Enfin, donc Jaco, Victor Wooten, tout ce que tu veux. Et je me sentais un peu obligé d'être prolixe, ouais. Un peu, il faut jouer vite. Et là, la contrebasse, tout à coup, c'est la révélation. Tu dois plus jouer vite, tu dois juste jouer une belle note. Et tu la claques, quoi. Moi, c'est ce que j'entends de tes musiques, ça. C'est, tu racontes. J'entends paf. Enfin, ça, c'est cool. C'est marrant parce que c'est vraiment une... Et tout à coup, moi, une grosse libération en termes de jeu. Et j'ai le temps. Et là, je me suis mis, moi, le premier été, donc on est je commence en 2000. Hein. Donc ça doit être septembre 2000, je commence. On est, donc été 2001. Là, moi, je pense que je faisais 8 heures par jour. J'ai commencé la contrebasse et j'ai fait 8 heures par jour, tout le temps. Mais je te dis, j'étais drillé par l'UNIF. Faire un blocus de 8 heures par jour, quand ça te fait chier, pardon pour le mot, enfin, quand la matière te paie, c'est compliqué de faire tes 8 heures. Là, la matière me plaisait et je voyais pas les heures tourner. Et donc, j'avais des feuilles sur ma chambre chez ma grand-mère, était remplie de feuilles. En fait, je commençais à faire toutes les gammes. Ok, on va faire Do, on va faire Do majeur, Do mineur, Do dorien, Do phrygien, Do truc, une octave, 2 octaves. Ah oui, on va commencer. Et mon objectif était d'arriver en septembre au Jazz Studio avec la contrebasse. Et en fait, mon but était d'impressionner un peu Bas Koymans, professeur que j'aime beaucoup. La veille de commencer la rentrée, moi tout fier et tout, j'ai bossé comme un malade. Je mets ma basse dans un coin. Je savais pas qu'il y avait une porte. Quelqu'un rentre par l'autre côté, la basse tombe, basse pétée. Aïe, aïe, aïe. Et là, je me dis quoi? Signe du destin. C'est pas pour moi, en fait, c'est pas possible. Enfin, tu vois. Et donc, j'arrive le premier jour sans basse. Et puis, Bas Koymans me voit, il me touche les doigts, je me souviens. Ah, tiens, t'as bossé un peu pendant l'été. Il me dit, c'est pas mal, il faut travailler plus, parce que j'avais pas encore de cale sur le bout des doigts. Et puis, il me dit, elle est où ta basse? Il me dit, ouais, non, j'ai arrêté, là, je viens de la casser hier, c'est un signe. Et il m'a pris par la peau du cou. L'endroit où je louais était à côté de l'école. Il m'a pris par la peau du cou. On a été au magasin. Et il a gueulé dans le magasin, il a dit « Ok, il faut une basse pour ce Joe, même s'il a cassé, vous lui remplacez la basse qu'il a cassée, et puis c'est tout, ça arrive à tout le monde que c'est une basse. » Et ceci dit, j'ai continué grâce à ce gars. Ce gars m'a forcé, m'a dit « Non, tu continues, toi. » Et donc, j'ai continué mon parcours. Et ce qui était super, c'est que j'ai bossé direct. En 4 mois de temps, j'ai bossé. Moi, en octobre, j'étais en studio avec Pierre Van der Maal pour enregistrer. Ton parcours, il me fait penser. Moi, j'ai lu les mémoires de Quincy Jones. Ouais. Non, mais attends, dans son parcours, quand il est. Lui, il a un peu le même genre de trajectoire. Sauf qu'il est plus jeune, tu vois, mais en jazz aussi.
parce qu'il a fait Oui. des écoles de jazz, lui. Hein. Tout à fait. Il découvre aussi un monde, il veut en faire partie, il bosse comme un dératé, et puis d'un coup, il a accepté. Alors toi, c'est un peu différent, mais il a accepté et il est pris sous l'aile des plus grands. Oui. Et en fait, c'est comme ça que ça se lance. Quoi. Ah oui, et non, j'ai mais- l'impression que c'est une tradition dans le jazz, d'un coup, d'avoir les plus grands qui emmènent avec eux et puis et qui ouvrent des portes comme ça. Enfin bon, ça me fait penser à ça en tout cas. ton Bon, parcours. c'est gentil de me comparer, mais après, j'ai pas la carrière de Quincy Jones. Ah, mais on sait pas, on verra plus tard. par c'est la ça. suite, tu vois. Pour l'instant, oui, c'est ça. Non, en tout cas, c'est sûr qu'en jazz, dans mon expérience, la majorité des choses se passent sur scène. En fait, tu apprends sur scène en jouant avec des gens. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer des grands musiciens, des maîtres. Plus les types sont doués, plus ils sont humbles, plus ils partagent, Mais bien sûr, plus c'est facile de jouer, plus ils t'invitent à jouer. bien sûr. Et en fait, moi, j'ai appris la majorité des choses sur la scène. Bien plus qu'à l'école. Alors, l'école, c'est chouette. Dans mon parcours, parce que tu me posais cette question-là, en fait, là, j'ai fait 2 ans en fait, au Jazz Studio. J'ai refait une année en contrebasse. Et Bas Koymans, mon prof, m'a dit, maintenant, il faut que tu partes. Tu dois rencontrer des gens. Et il m'a dit, va au conservatoire. N'importe lequel, il faut que tu rencontres des gens, il faut que tu augmentes enfin, tu dois te mettre dans des niveaux plus hauts, parce que c'est en côtoyant des gens que tu vas apprendre des nouvelles choses. Et puis je suis parti au conservatoire à Bruxelles. Je regrette oui et non. J'aurais peut-être pu être un peu plus ambitieux, peut-être. Dans quel sens, tu veux dire? De rester En fait, je Anvers suis resté à Bruxelles parce que j'avais beaucoup de boulot. J'ai commencé vraiment à travailler et je devais payer. Bien sûr. Enfin, c'était vraiment mon gagne-pain. Et donc, j'ai pas voulu remettre. J'ai eu un peu peur de perdre le boulot que j'ai. C'était un peu prématuré de penser ça. Ok. J'aurais mieux fait de. J'aurais pu être un peu plus ambitieux, je sais pas. J'aurais pu aller, je sais pas, en Hollande. Enfin, tu vois, le conservatoire de La Haye est super. J'aurais pu essayer d'autres choses. J'ai pas été. Je fais un peu la quéquette. Enfin, Ok. après, si je dois m'analyser. Après, je suis très content d'avoir fait Bruxelles. J'ai rencontré plein de gens. Ça m'a amené, de nouveau, ça a ouvert plein de portes. Je suis retrouvé dans du jazz manouche. Moi, j'ai joué Excellent. 8 ans en jazz manouche. Où là aussi, je me suis retrouvé. Enfin, moi, j'ai joué avec Chavolo Schmidt, Dorado Schmidt, Angelo Debar. Enfin, tu peux faire toute la liste. Malheureusement, je n'ai pas joué avec Birelli. Ça aurait été chouette, Birelli Lagrène. Ah oui. c'est mais le seul j'ai- que je connais de tous ceux que tu as cités. Bon, Et tous lui, les, je vois. Dorado Schmidt et Chavolo Schmidt, c'est les cousins. C'est eux qui font la Chaudrome, la musique de la Chaudrome, et qui sont dans. Ok. C'est les vieux de la vieille. J'ai été vivre chez eux. Ah ouais. Ah, Moi, je me suis excellent. retrouvé. J'avais ma moustache, mes cheveux longs. Ah ouais, je c'est ça. faisais arrêter tout en cash. Et là, j'ai quand même beaucoup tourné avec ces gens. Et sur le coup, comme je travaillais beaucoup, je faisais tout. Hein. Sincèrement, tu me demandais de jouer de la musique africaine. Combien de temps? Une semaine? Je suis là pour la date. Tu payes combien? Ok, je fais tout. Ça, tu l'as étudié, tu as étudié énormément de styles de musique. J'ai étudié en fonction des boulots que je recevais. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le boulot qui te faisait Oui. étudier le style, quoi. En fait, parce que l'école, elle te donne une structure. Le conservatoire, moi, me suis fatigué. Le conservatoire enfin, l'époque où j'y étais, le conservatoire du francophone était un peu traditionnaliste. Et moi, j'étais en recherche de choses. Je voulais des couleurs, je voulais qu'on m'explique des couleurs. Il n'y avait pas de connaissances. On poussait. Enfin, si, il y avait toute la connaissance, c'était là, mais j'ai pas reçu cette information. Et en fait, moi, j'étais en recherche de. Je crois que, au fond de moi, je commençais déjà à vouloir créer ma musique, mon style. Enfin, mon style. Oui, ma musique. Et arrêter de faire tout le temps une reproduction de style pour les autres. Oui, j'entends. Trouver ton identité, ton Oui, c'est son. ça. Et le conservatoire francophone ne m'a pas du tout donné cette place-là. C'est peut-être pas leur rôle, non? Non, je pense pas. C'est ça, Et hein. puis moi, j'étais âgé. Hein. J'avais fait 5 ans d'UNIF, j'avais fait 2 ans de jazz studio, donc ça faisait 7 ans. Attends, moi, j'étais âgé dans le sens par rapport aux autres élèves et par rapport à la manière d'apprendre la musique. Si j'avais eu 18 ans au conservatoire, je crois que ça aurait été mieux. Je suis arrivé un peu... Ouais, tu crois, je sais pas. Mais non, mais dans le sens que j'avais beaucoup de questions. Et à un moment, il faut pas avoir les questions, il faut étudier. Et les questions, elles viennent après. Ouais, mais j'ai l'impression quand même qu'une école ne peut pas répondre à toutes les questions. Bien Il y en a sûr. plein que tu vas chercher par toi-même, Bien par ton sûr. parcours, les rencontres. Bien des sûr, choses mais comme ça.
Mais tu sens ça quand même. Tu sens que... Oui, et j'avais pas tellement le recul je te dirais tout à fait, enfin, ce que tu dis, tout à fait d'accord, mais à l'époque, j'ai pas ce recul-là. Je suis un peu hargneux par rapport au conservatoire, ça m'emmerde. En plus, je dois bosser. En plus, me faire caler ma deuxième année parce que j'ai pas mes quantités de présence. Ah oui, ok. En cours d'histoire de la musique, ok. qui est le vendredi matin de 9 à 11, de 8h30 à 10h30 au début. Et moi, je joue tous les soirs. Ouais. Et je rentre à 4h du matin. Autant dire, aller me taper le cours d'histoire, c'est bon. C'est vraiment... Enfin, j'étudierai ton cours. On fait un examen, me demande... Enfin, ça me pose aucun problème d'étudier ton cours. Me demande pas d'aller à ton cours, c'est tout. Et je me fais recaler, donc je dois recommencer ma deuxième. Et là, ça va pas. Moi, j'ai arrêté en cours. Ok. Après 3 ans, j'arrête en cours d'année. Et je me lance dans ma vie. Et à cette époque-là, moi, je joue beaucoup pour des gens, pour tout. Je fais du rock français, je fais du jazz avant-gardiste, je fais du noise, je fais de la musique purement improvisée. Incroyable. Je fais du punk, je fais de l'afro, je fais du jazz manouche, je fais du jazz contemporain. Et ça avec contrebasse ou basse? Oui. C'est tes deux instruments de Oui. prédilection, quoi. Oui, je crois qu'à l'époque, j'ai une trentaine de groupes. Oh, mais c'est énorme. Mais je jouais entre 4 et 5 soirs par semaine. C'était mon seul gagne-pain. Moi, j'avais pas un rond. Ouais. Je jouais... J'entends, mais ça me semble... C'est énorme. Ah oui. 30 groupes, c'est énorme. Ouais, c'était super. J'avais pas de vie. Écoute, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai juste un loyer à payer. Et écoute, et puis voilà, et j'étais super content. Je devais pas manger puisque je recevais à manger tous les soirs. Je devais pas acheter de bière parce que je les recevais tous les soirs. Et tu vis, et je tournais tout le temps. J'étais tout le temps parti. Quelle expérience de dingue. Et là, oui, ça c'est super. Ah là, tu as une expérience, c'est solide, hein. Bah, c'est qui, alors j'ai été amené... Enfin, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai remplacé dans Girls in Hawaii, par exemple. Ah ouais. Donc là, je suis en fin de cette dernière année de conservatoire. Et donc, je fais avec eux... Le bassiste pète son bras et je suis appelé sur le pouce à remplacer le bassiste. Et c'est l'année où ils font une grosse tournée. Enfin, la première grosse tournée qu'ils font. Et moi, je les suis. Et donc, je me retrouve... je fais 80 000 personnes, 60, tous les trucs comme ça. Excellent. Je suis inconnu et du jour au lendemain, je suis connu. Enfin, tu vois, c'est un truc. Ouais, Bon, et 6 mois plus tard, j'étais inconnu. Je Hein. ne savais pas du tout toute cette dimension de ton parcours. Oui, c'est tricky. Et là, c'est quoi? Quand ils t'appellent, tu apprends toutes leurs lignes? C'était... Ah oui. Il marche pas en partition, là. C'est du rock, quoi. Non. Oui, On est d'accord. Tu apprends les lignes d'oreille, quoi. J'ai bu un café avec Lio, je me souviens, Union, le vendredi. Il me file un disque et un CD gravé d'un live. Et il me dit, on répète lundi soir, on prend l'avion pour l'Italie. 3 jours. Ouais, et donc tout le week-end, j'écoute le disque, les trucs, je déchiffre. Et je devais travailler aussi. Attends, moi j'avais des concerts le samedi et le dimanche, c'était déjà programmé. Donc, je fais un peu les trucs, j'écoute. Je déchiffre les accords, un peu s'il y a des leaks particuliers, je les déchiffre et je les mets dans les doigts. J'arrive à la répète et les gars me disent, non, c'est pas ça. Je dis, comment c'est pas ça? Non, c'est pas ça.
Et les types voulaient que je joue tout, à la note près. Ben oui, c'est du rock. Ah, ok. Tu vois. Heureusement, ils connaissent plus ou moins les lignes. Mais j'ai dû retenir, enfin, tu vois, toutes les approches chromatiques. Di, 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 Ah, di, ouais. di, di, di. Ah non, c'était pas di, 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 c'était di, 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 di. Ah, ok, pardon, excuse-moi. Enfin, vraiment, est-ce que c'est vraiment très important? Enfin, non, c'était très important pour eux. Et je comprends, Ouais. la musique est basée sur ça. Ouais. Tandis que le premier concert, on arrive en Italie, premier concert, pas de partition, hein, trop de mémoire. Ah bah ouais. Je n'avais aucune idée. Je me souviens du premier morceau. Je vois le premier morceau et je vois le type avec sa guitare et je vois Fa dièse. Et je me dis, ok, Fa dièse. On va jouer Fa dièse. Et j'ai improvisé un truc. À la fin du concert, ils m'ont dit, c'est chouette, hein, t'improvises vraiment bien. C'est vraiment bien. Mais s'il y avait moyen de jouer, les morceaux, ça serait cool. Dans 2 jours, on est à Dour et on est attendu. D'accord, oui, oui, oui. Et en fait, j'ai eu 2 autres gigs avant Dour. Ça s'est très bien passé après, hein, la tournée. Ah oui, bien sûr. J'ai pas Non, de- j'en garde un souvenir mémorable. Mais, Ah, j'imagine. et ça, c'était... Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça, tu vois, te prendre sur le pouce. Et ils l'ont pas vécu de manière rock'n'roll, tu vois? Parce que Si, c'est un si. peu rock'n'roll quand même. Non, mais ceci dit, moi, eux, ils sont super rock'n'roll, hein, donc j'en garde Bah, c'est ça. un souvenir merveilleux. Moi. Je me dis, moi aussi, les lignes. Oui, oui, et puis après, ça faisait partie du truc. En même temps, eux, ils avaient quand même la pression de devoir délivrer un... Je veux dire, c'est l'année où ça cartonne. Ouais, hein. ouais, C'est- et j'entends, bien ils sûr. sont censés délivrer la musique de Ouais. leur disque. Il y a le manager qui est derrière, qui pousse quand même. Bien sûr. Non, mais Tu bien vois, c'est sûr. pas juste faire n'importe quoi. Bien sûr. Et ça, j'en ai... Enfin, moi, des expériences comme ça, oui. Je me suis Incroyable. retrouvé chez Universal. Avec Brigitte Fontaine défoncée. Non, Pour studio, là? non, non, voilà, j'ai joué et puis je me souviens, c'est une conversation interminable avec Brigitte Fontaine défoncée dans les loges du Bataclan. Enfin, c'était Ah, ok. totalement génial. On garde enfin, oui, des trucs comme ça. J'ai été en fait catapulté dans plein de trucs. Ça, c'est plutôt, du coup, des expériences live, en fait. Tu vois? Oui, enfin alors, mais beaucoup de studios. En fait, c'était. Aussi, ouais, d'accord. En fait, comme je travaillais avec des gens, j'ai eu une manière de voir, de me dire. Qu'est-ce qu'on va dire? En fait, oui, je cherchais les choses payées. À partir d'un moment, enfin, j'en avais marre de faire plein de trucs pour 50 balles. Je me suis dit, je vais faire moins pour 100 balles. Et puis, je vais faire moins pour 150 balles. Puis, je vais faire moins pour 200 balles. Et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça fait un peu un tri tout seul. Hein, donc, j'ai été amené à me retrouver dans des prods de plus en plus grosses, avec une structure de plus en plus grosse. Pas pour un mieux, hein, parfois. Enfin, je veux dire, mon expérience m'a montré que c'était pas pour un mieux. Et alors, généralement, avec des groupes où on faisait live, studio. Donc ça, c'était pour des projets dans lesquels j'étais vraiment impliqué, on va dire. Et puis après, on m'appelait... on a besoin de quelqu'un pour faire ça, j'ai 3 dates pour ça, est-ce que tu prends ou j'ai besoin d'un studio, enfin, j'ai besoin d'un bassiste en studio pour ça, ou... tiens, est-ce que tu peux passer pour faire ça, pour faire ça. Ok. À cette époque-là, je fais très peu de musique à moi. Je fais surtout de la musique des autres. Eh ben, parlons-en de la musique à toi, alors. Si tu veux bien. Et là, oui, oui, mais Alors moi j'ai un truc à te dire avant Ouais. de parce que ce que bon moi j'ai écouté les dernières choses hein, donc je sais pas l'actualité. ouais j'ai l'impression après je suis pas sûr Oui. moi j'ai écouté Otto Lindon Oui. Pilote je sais pas si je prononce bien Oui, et Beau oui. Ça, c'est les 3... voilà est-ce que donc on parle de ces projets-là ça te va? On peut parler de ces projets-là. Oui, ça, c'est vraiment Et même dans ces projets-là, ça évolue tout le temps. Hein, donc, tout... Moi j'ai une sensation En fait, dis. ouais j'avais envie de te dire ce que ça m'avait ressenti Ah ouais, faire c'est cool. sortir sur ton boulot
d'avoir écouté tout ça. Ah, ok. Et aussi en résonance avec ce que tu dis, Oui. avec deux choses que tu as dit là qui m'ont marqué. La première, c'est le rapport à la cassette, le pitch Oui. qui descend. Oui. Et la seconde, c'était la question du temps. Et une autre chose aussi, c'est ton environnement familial. Tu parles de peinture parce que moi, j'avais l'impression que c'était très visuel en fait. Mhm. Donc ce que j'ai ressenti avec ta musique, c'était d'abord quelque chose de la recherche de texture, énormément texturé, et de prendre le temps, d'avoir un temps qui se déplie, qui se déploie, tu vois, assez lent, contemplatif. Donc c'est pour ça, c'était presque des paysages. Et alors, évidemment, la question à la matière, oui, texture-matière, avec la question du pitch, descendre un peu, texturer ça. Donc c'est ça que j'ai ressenti, moi, en écoutant ta musique, et je me suis demandé si c'était des recherches que tu avais, toi, ou si c'est mon interprétation, tu vois. Comment tu la vis, toi? Bah, ça me touche. Ou est-ce que ça te Ça me parle? touche très fort, ça me parle très fort. Et ça me touche parce que c'est mes recherches. Donc, clairement, euh, je vais parler surtout de mon solo, Otto Lindholm. Ouais, Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé en 2016, qui voit le jour après plusieurs années de frustration. En fait, j'ai très peu joué entre 2012 et 2016. ok, En fait, j'ai eu des gros couacs de boulot. ok. Ben, la vie de musicien est un peu ça, hein. Tu montes tout en haut puis tu vas tout en bas. Ça, je l'ai eu 4 fois dans ma vie. Ah, c'est Donc, marrant. donc, Je vis ça et ça m'angoisse. oui, ben, En fait, c'est ça normal. repart. Ça repart, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Écoute, là, avec la pandémie, c'est la 5e. Donc, Ok. prendre les claques dans les dents, enfin, plus tu montes haut, plus ça fait mal. Ok. Donc ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Et en 2012, je vis un gros clash. En fait, je perds tout mon boulot, tout. Ok. Ma femme, enfin, je gagne ma femme, mais je perds tout mon boulot. Ah ouais. En plus, ma femme est argentine, donc elle venait d'arriver. J'ai vraiment tout perdu. Et donc, je me suis lancé dans autre chose. J'ai fait de la production à ce moment-là. Mais là, tu les associes, c'est pas forcément associé. Qu'est-ce que tu veux dire, associé? Bah, tu gagnes ta femme et tu perds ton boulot. Là, tu les associes, comme si c'était... Non, mais parce que c'est quasi en même temps. Parce que Oui, c'est ça. c'est Ok. pas l'un qui a chassé l'autre. Non, voilà, c'est ça Non, que je non, veux non, dire, c'est pour vraiment clarifier. parce que comme ma femme était argentine, on s'était mis d'accord pour qu'elle vienne en Belgique, parce que moi j'avais du boulot et je gagnais très bien ma vie, mais vraiment très bien ma vie. En- Et au moment où elle dit, elle prend sa licence, enfin elle arrête de travailler là-bas, elle prend un aller simple et tous les trucs, on décide de venir. Moi je perds tout mon boulot. Ok. Et donc je l'appelle, je lui dis non, on change de plan, je viens chez toi, j'ai plus de boulot. Et puis il me dit Ok. ah non, je peux pas. Ok. C'est pour ça que je dis, je perds du boulot, mais je gagne ma... Enfin, Ouais, c'est et ça. puis aujourd'hui, je suis toujours avec ma femme, j'ai 2 enfants, donc je suis très content. Oui, non, mais c'était pour pas, non, pas pour du pas, tout. Non, c'est corréler. pas l'un ne C'est chasse pas pas l'autre. parce que tu as choisi d'un coup de construire une famille Non, que, pas du tout, en pas fait, du tout. tu perds tout. Pas du tout, c'est- j'aurais été ravi de continuer. Non, voilà, c'est ça. C'était une grosse angoisse. Oui, c'est ça. Et sur le coup, me suis lancé dans d'autres choses, entre autres de la production de spectacles. J'ai découvert, on pourra en parler plus tard, découvert plein de trucs grâce à ça aussi, plein de gens. Production de spectacle. Oui, j'ai développé tous les spectacles sound painting. Donc Mais en sound tant que painting. producteur, c'est-à-dire, t'es plus à l'endroit artistique, là, on est d'accord. Ben alors, je jouais un petit peu quand il y avait des spectacles, mais majoritairement derrière un ordi, à trouver ça. des financements, C'est ça. à gérer Voilà, c'est les ça. finances, Ok, à ok. faire des trucs. On est d'accord. Ok. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc la musique s'arrête et tu... Mais je devais continuer à trouver des trucs C'est et j'avais ça. pas envie de... Donc tu développes cette activité-là. Ouais. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je voulais plus... Comme tu sais, en musique, ce qui se passe, c'est que quand tu es en haut et que tu brilles d'une certaine manière, ou en tout cas que les gens te voient, on pense que tout va bien. Et donc, on t'appelle. Je veux dire, on s'en fout de savoir si tu joues bien ou pas bien. On veut juste savoir si tu joues. Si tu joues, c'est que tu joues bien. Punt. Ça, c'est la conclusion Ouais, assez tout à rapide. fait. Donc, quand tu joues plus, ben, on t'appelle plus. Bah oui. Et donc, en l'espace de 6 mois, de nouveau, moi, j'ai tout se désagrège. En fait, j'ai plus de boulot. Et alors, je me retrouve à me dire... Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remonte sur les scènes et je vais lever les épaules et faire un peu... renifler le cul de tout le monde et dire, ça, c'est ma place? J'avais aucune envie de faire ça. Mais vraiment aucune envie de faire ça. Et j'étais un peu fatigué par ça et je me suis dit... Arrive cette possibilité de monter ces spectacles autour du sound painting qui m'intéresse. En fait, c'est du langage signé. C'est la création instantanée de spectacles à partir de langage signé. Ok.
multidisciplinaire. On a fait des trucs à 40, c'était acteur, danseur, chanteur. Moi, c'est comme ça que j'ai connu ta dame avec qui je travaille. Comme ça que j'ai connu tous les musiciens de Beau. Enfin, j'ai connu plein de gens grâce à ça. Bref, je disais ça parce que j'ai pas travaillé, j'ai quasi pas joué pendant 5 ans. Et après les 5 ans, en fait, j'en avais ras-le-bol parce que moi, je travaillais comme un sourd là, pour ces spectacles et les trucs. Tout le monde gagnait bien sa vie, sauf moi. En fait, moi, je mettais plus d'argent sur la table que j'en récupérais. Et je me suis dit, plus possible. Ras-le-bol, plus possible. Et en fait, je vais plutôt revenir à la musique. Au moins, je gagnais ma vie. C'était mieux. Et j'ai un fantasme depuis un certain temps à cette époque-là de travailler autour de la contrebasse et d'y mettre la quantité d'effets. Enfin, j'ai plein d'effets avec les années. J'ai acheté plein de trucs parce que j'ai eu plein de projets avec des effets. Et de faire un truc autour de ça. Et je fais une première pièce qui s'appelle Nil Indigo, qui est sur mon premier album. Ça, c'est avec Otto Lindholm. Okay. C'est la première pièce que j'écris, qui est un jump de sur disque maintenant 18 minutes. La version originale fait 24. Je vais enlever 6 minutes. Je vais un tout petit peu raccourcir certains trucs. Je vais juste faire des edits, comme un edit de livre, tu vois. Je vais pas changer le morceau. Enfin, tu vois, je raccourcis un passage parce que c'est un peu long. Et qu'est-ce qui t'anime là dans ce premier morceau? C'est pas que les effets, si c'est chercher, travailler le son, la matière. En fait, depuis pendant plusieurs années, je réfléchis à un setup et j'ai cette vision du delta du Nil. D'où le nom. Et alors, comme j'y vois moi, j'ai un rapport très coloré à la musique. En fait, c'est visuel, hein. Je vois des couleurs. En fait, moi, je vois des couleurs. Je suis un tout petit peu synesthésique. Les couleurs sont pas précises. Maintenant, c'est toujours très difficile de savoir si c'est moi qui génère la couleur ou si... Enfin, c'est un débat très compliqué. Toujours est-il, par exemple, ce morceau-là, je vois du bleu-vert. Je le vois, c'est bleu-vert. Et d'une certaine manière, et de l'autre côté, j'essaie d'établir depuis plusieurs années un processus sur ce truc du... c'est delta, donc tu vois, tu pars d'un signal et puis tu exploses ce signal. Mais pas... c'est des ramifications. Oui, mais pas faire en sorte que tu fasses quelque chose d'autre. Non, c'est simplement comme le delta du Nil. Quand tu regardes, c'est toujours la rivière qui s'ouvre. Et après, ça devient quelque chose de plus en plus complexe, plus en plus complexe, plus en plus complexe. Et donc, je mets au point ce setup qui est... j'ai un micro qui prend la contrebasse et ce micro est splitté dans 3 chaînes d'effets. En parallèle. Non, 2 chaînes d'effets en parallèle et j'en ai une que j'ai un cross qui peut passer de l'une à l'autre. Mais je peux quand même la centrer au milieu. Donc on va dire 3 chaînes d'effets en parallèle. Je mets toutes mes pédales. Je veux dire, j'ai une table qui fait 2 mètres, et je mets toutes mes pédales. Je les organise avec des filtres. Je commence à l'école. Qu'est-ce que je veux mettre dans chaque chaîne? Et je fais ce premier jet. Je viens de la musique improvisée et j'y vais vraiment comme ça. Une grande respiration et paf, je me lance. Excellent. Et ce morceau sort tel quel. Et ça, c'est le début de l'histoire. Et puis, je fais écouter ça à quelqu'un, à mon copain Pierre, avec qui maintenant je fais Totalisme. À l'époque, j'avais fait aussi Spine Me More avec lui et d'autres. Je lui fais écouter. C'est lui, en tant qu'éditeur, me dit, c'est chouette, pense... Peut-être fais juste des petites tailles, comme si c'était un livre, tu vois, juste raccourcir là, pas changer la nature de ton morceau, il est là. Mais le rendre peut-être un peu plus digeste ou un peu plus accessible. Donc je fais ce travail-là. Et puis je me dis, il faudrait que je fasse autre chose. Donc j'en fais 2 autres, qui est beaucoup plus compliqué. Travail vachement plus compliqué. Dans quel sens plus compliqué? Parce que tout à coup, il fallait répondre à une première réalisation, tu vois, t'as une dualité qui se mêle. Est-ce que je choisis véritablement de faire ce style-là de musique? En fait, il y a toute une démarche artistique qui est en train de naître. Est-ce que je choisis de faire ça? Est-ce que je ne choisis pas de faire ça? Si je fais 2 fois le même morceau, ça veut dire que en fait, c'est ça que je veux faire. Et moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je suis très lent dans ma création personnelle. Donc, ça a été assez fastidieux de faire le premier disque. Mais j'y suis arrivé.
Et ça a été une espèce de bombe pour moi. Parce que du jour au lendemain, je suis repris par des gros artistes. Je prends The Bug, donc un type de Ninja Tunes qui m'encense en disant ce truc est totalement génial. De là, d'autres artistes anglais, je pense à Throwing Snow, type de La Fabrique, qui m'encense, mais il ne parle que de moi. Je me retrouve, j'ai un mail de la BBC qui me dit attends, ton truc est totalement dément. Puis j'ai le patron de La Fabrique qui m'envoie un mail en me disant c'est totalement génial. Puis j'ai ça, je me retrouve en headline du Fact Magazine pendant 4 jours. Mon morceau de 18 minutes est écouté à l'époque 30 000 fois en 4 jours, tu vois, via Fact. C'est énorme. Et juste, La BBC me met mes 18 minutes en ligne, tu vois, sur une émission d'1 heure. Elle me donne, Marianne Hobbs me donne un tiers de son temps pour moi. Mais juste avant, comment tu le... Il y a un label qui te le prend, le morceau? Alors, il y a un label, je trouve un label quand tu le finis. gantois, qui s'appelle Icarus. Ah, c'est ça. Donc, tu passes par un label, le label diffuse. Non, le label ne fait in fine rien, parce que c'est un tout petit label. Ok. Et le label est assez surpris, pensait que c'était assez expé et voulait faire un truc un peu dans son coin. Et je m'entends très bien avec le label, c'est des super gens. Et j'ai toujours un très bon contact avec Icarus maintenant. Et tout ça existe grâce à eux, d'une certaine manière. Hein. Mais ils sont très fort surpris de ce... En fait, ça va beaucoup trop vite pour eux. Ils sont pas du tout prêts. La distribution est pas prête. Ils s'attendent pas du tout à pouvoir répondre à ça. Donc, c'est un peu l'oiseau s'envole, mais il y a personne qui a été préparé à ça. Ça fait partie du truc. Mais ça a été assez chouette parce que moi, du jour au lendemain, un projet, je me relance tout seul. C'était vraiment un travail personnel, en ayant un peu peur. Je vais dire peur parce que je savais pas très bien ce que je voulais faire et je suis quelqu'un de très timide par rapport à ma production personnelle, vraiment à ce niveau-là. Et en fait, ça a été super gai d'être pris parce que ça a répondu à plein de questions et à des questionnements personnels, de me dire ben oui, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. C'est chouette que tu continues, retourne à ton instrument, continue, reviens au jeu. Et pas mal de choses se sont développées comme ça grâce à ce premier saut dans le rien, ce premier morceau. Excellent. Et alors en termes vraiment artistiques, aujourd'hui, donc là on est 2022, ça va faire quoi, 7 ans. Donc là j'ai sorti solo 3 albums, le dernier vient de sortir. J'ai participé à pas mal de collabs, j'ai sorti des tracks à droite et à gauche. Il y a des choses qui ont été repérées. Ça avec Otto Lindon. Avec Otto Lindon, oui. C'était quoi? C'était il y a 6 mois, je reçois un mail de Christian Dior, haute couture. Voilà, bonjour, on voudrait prendre votre morceau pour faire un ballet à l'Opéra de Rome, un truc. Ah, c'est pas ça que j'ai vu là avec Près de Jocage? Oui, tout à fait. Ah oui, j'ai vu ça. Moi, j'adore Angela Près de Jocage. Attends, c'est totalement génial. Moi, j'ai halluciné, j'ai regardé ça. Je me suis dit, c'est un hoax, tu vois, genre, c'est un spam. Je me suis fait avoir. Et donc, ça, c'est des gens... Je ne sais pas comment ces gens ont découvert ma musique. Excellent. Et ils ouvrent, ils mettent 10 minutes de ma musique. Excellent. Ouais, c'est chouette le début. Et, pour la vidéo, super, là. Oui, c'est super beau. Et ça, c'est un morceau à moi. Enfin, tu vois, parfois, je me tape des crises existentielles par rapport à mes prods. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui fait des prods assez rough. Je suis pas du tout dans je suis à contre-courant du modern classical pour ça, tu vois, qui est très léché, très propre. Tu vois, tout ce qui est musique aujourd'hui. C'est ça que j'appelle texture, moi. C'est granuleux comme ça. Oui. C'est épais, mais c'est vivant du coup. C'est très vivant. Oui. Mais ça, c'est une grosse recherche que je fais depuis. En fait, il y a très longtemps, je fais un saut dans le passé, je fais une ellipse. J'avais monté un premier label qui s'appelle Spang Me More Records. Et j'ai sorti mon premier disque solo sur ce label. Sous le nom de ICU. Et ça, c'est que des basses électriques et un petit peu de contrebasse, mais surtout des basses électriques. Et en fait, j'avais fait tout un travail sur la texture, le sens du toucher. En fait, j'étais vachement intrigué par ça. Tiens, je caresse du granit ou du bois ou de la soie. Tu vois, essayer de rendre cette perception. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai fait tout un travail à partir des effets là-dessus.
avec C'est une ça. recherche compositionnelle derrière, mais surtout la texture. Ouais. Et en fait, ça, c'est resté. Moi, c'est C'est quelque ça. chose que je travaille C'est beaucoup. ça. Aujourd'hui, et dans ma musique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être expliquées grâce à la texture. Tu n'as pas besoin d'avoir un rapport mélodique, mais juste la texture te donne tout à coup un ressenti et te donne une profondeur. Ouais, tout à fait. Et ça, je trouve ça. Tu vois, c'est un peu la Madeleine de Proust ou l'odeur du café. Si je te dis odeur du café Mhm. ou odeur du thé, parce que ici on Mhm. boit du thé, tout à coup, ça va te générer en fait des souvenirs. Et tout à coup, tu as des sensations qui viennent. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et d'essayer de générer ça avec la musique. Ouais. Donc de faire en sorte de pouvoir générer un son et de faire en sorte de générer d'autres sensations que la consonance musicale. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est un gros travail que je fais et que j'essaye d'appliquer dans mon travail personnel. Et ça la rend d'autant plus fascinante, ta musique, hein. Parce que Alors du je coup, pense que ça lui donne une profondeur, oui. bah ouais, parce que elle est fascinante, je trouve, parce que du coup, elle fait moins appel au classicisme, tu vois, mélodie ou harmonie ou modal ou quoi. Mais d'un coup, elle fait appel à d'autres sens Oui, et on va chercher, en fait. Enfin, moi, du coup, ça la rend curieux, tu vois. oui, mais ça c'est super gentil, ça me touche très Non, mais fort. c'est Enfin, sincère, quand hein, je dis c'est pas gentil, du parce tout. que c'est gai d'entendre ça, parce que c'est vraiment la recherche que Bah je oui, fais. c'est ça, mais ça fonctionne. Et ceci dit, j'ai le retour que j'en ai de ce que tu me dis, c'est un peu, et c'est le retour généralisé que j'ai. Ce qui m'a poussé moi dans mon travail à, en fait, comment expliquer sur le coup, la musique que je propose et que j'écris est une musique un petit peu, qu'est-ce qu'on va dire, oblige à écouter. Mhm, Tu vois, tu n'es pas obligé de l'écouter, tu peux l'avoir en arrière-fond, mais c'est une musique qui happe d'une certaine manière. En tout cas, qui demande à être happée. Et donc, ça met l'auditeur dans une forme. Ça demande une forme d'activisme ou d'activité de la part de l'auditeur. Tu vois, c'est pas juste de la musique que tu mets dans le fond pour remplir le silence ou. Je sais pas très bien à quoi ça sert de faire ça, mais ou peut-être pour cacher des choses que tu ne veux dépenser ou peu importe. Et donc, j'ai fort approfondi ce travail-là d'implication. C'est ça que je cherchais. Une musique peut-être un peu exigeante à ce niveau-là en termes d'auditeur, tu vois. J'ai pas envie de dire élitiste, mais oui, plutôt. Ça ne s'adresse. Enfin, ça demande à l'auditeur de prendre le temps. Surtout en plus avec mon dernier disque où j'ai décidé de faire 21 minutes. Et donc, je pars de l'idée de base. Les gens écoutent de la musique quasi H24. Par contre, tu leur dis il faut écouter 21 minutes de la même musique, les gens te disent mais t'es fou quoi. Or, il y a une radio qui passe en permanence. Il y a du son tout le temps. Ah ouais, c'est juste. Et donc, de faire un travail personnel d'abord, et puis après de le partager, de dire voilà, prenez le temps. Bien sûr. S'oublier dans le temps. Ouais, tout à fait. Oui, moi j'entends ça quand je parlais de déplier, déployer, c'est ce genre de choses, d'être là. Mais je trouve aussi que, bon, si je compare, je sais pas si c'est comparable parce que tu parlais de couleurs, mais il y a quelque chose peut-être de la forme qui se rapprochait plus de l'abstraction du coup. Tout à fait. Si on disait la musique mélodique ou avec des paroles serait plus concrète. Ouais, ou j'ai plus le terme en peinture, c'est pas abstraction, c'est genre. Réaliste. Oui, voilà, c'est ça. Ou néo-réaliste, oui. Ouais, c'est ça, quelque chose de plus, en tout cas plus classique comme ça. Mais aussi, du coup, moi je trouve que l'abstraction demande ça. Demande à rentrer dans le tableau. Bien sûr. Ça demande à rentrer à l'intérieur. Et ensuite, ce que tu racontes là avec le Nil, c'est une belle image aussi, le delta. Oui. Y a quelque chose aussi de très dense en fait. La densité, c'est-à-dire que en dessin, il y aurait des milliers de traits en fait. Tout à fait. Et ça aussi, ça rend fascinant. Oui, c'est marrant. C'est chouette que tu dis ça parce que ça, c'est, entre autres, fort abordé dans le dernier disque. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée-là de densité. J'ai essayé de faire 2 morceaux qui se répondent par rapport à la question de densité. En fait, je le vois comme de la mie de pain. Tu peux avoir un pain très dense ou un pain très aéré. C'est toujours du pain. Ouais, tout à fait. Et les deux sont très bons. Enfin, peuvent être très bons ou très mauvais, peu importe. Enfin, c'est pas une question. Ouais, c'est pas le goût. Ouais. Et donc, essayer d'aborder cette question-là. Ouais.
Et après, là, pour l'écriture de ce disque-là, ça a été une épopée, parce que faire 21 minutes, j'ai mis un temps pas possible pour arriver à comprendre ce que je voulais faire. Parce que quand je réécoutais les pièces, il faut chaque fois 21 minutes. Tu vois, et je change un truc, et puis il faut que je réécoute 21 minutes, et puis me dire, est-ce que ça a été un processus d'une longueur, mais c'était chouette. Je suis très heureux de l'avoir fait et d'avoir pu le réaliser et de pouvoir le mettre sur disque. C'est une expérience pour toi aussi, en fait. C'est tout ce que j'écris sont des expériences pour moi. C'est ça. C'est vraiment cathartique d'une certaine manière. Ici, mon dernier travail que je suis en train de faire, sur lequel je travaille maintenant depuis un certain nombre d'années quand même, en fait, je suis en train de travailler véritablement la couleur. Ok. Et donc là, je suis en train d'appliquer ça à... Donc j'ai intitulé ça Monochrome. Ok. Et donc c'est 12 pièces dans un format très très précis et cadenassé, 5 minutes, 4 voix, le même setup. Donc ça fonctionne... c'est une forme de chaos déterministe. Donc c'est 4 loopers en parallèle qui sont liés, enfin qui sont cloqués sur un octatrack qui me donne tout est désynchronisé, mais tout est cloqué. Donc c'est comme tous des pendules qui s'additionnent. Et une même chaîne d'effets, à savoir un delay et un stéréo. 12 pour chromatique. 12 demi-tons. Et donc chaque monochrome traite un demi-ton. Excellent. Et donc là, ils sont finis. Excellent. Déjà, je trouve cette idée qu'une musique traite un demi-ton, je trouve ça déjà incroyable. Donc ça, c'est... donc là, je suis en train, à l'heure où je parle ici maintenant, les 12 sont finis. Alors c'est aussi, ça c'est une expérience. Le fait de le faire, donc c'est un vieux fantasme de musicien d'abord. Au-delà du fantasme, moi, c'est un rapport à mes recherches. En fait, j'ai fait beaucoup de travail Je cherche depuis de longues années le rapport à l'octave et la division de l'octave. Pour différentes raisons. Tu m'avais envoyé un livre à ce propos. Ah, possible. En anglais. Lequel? Slaminski. Sur comment on découpe ok, mais il y en a plein. L'octave. Non, enfin, je sais plus, c'est un livre en anglais, je sais plus. Je te dirai après. Tu m'as dit que c'était une Bible. Oui, mais ça doit être Slaminski, à mon avis, ou j'en ai... Enfin, là, avec les années, j'ai fait plein de choses. Et en fait, à plusieurs niveaux, parce que aussi bien à un niveau philosophique, spirituel, qu'à un niveau musical. Parce que l'absolu de l'octave est très intéressante. Mathématiquement aussi, c'est très très intéressant. C'est les facteurs de 2, les facteurs de 3, les facteurs de 5. Enfin, sociologiquement, parce que la manière d'aborder une problématique est différente d'une culture à l'autre. On a par exemple, nous, une culture qui est très forte dans aborder par la petite division. Donc on va essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, et grâce à ça, on va pouvoir dessiner un grand trait. Et tu as des cultures, entre autres asiatiques, genre taoïsme, qui sont beaucoup plus dans le trait général, tu vois. On s'en fiche du petit... Enfin, la petite approximation. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est ton présent. Mais c'est pas par la petite approximation que tu vas dessiner. Enfin, bref. Donc, cette division de l'octave, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et une fois que tu la divises, comment est-ce que tu la regroupes? Pourquoi est-ce qu'on la regroupe en majeur, mineur? Alors oui, maintenant, on peut en parler. C'est parce que c'est la suite des harmoniques et c'est comme ça. Alors, c'est d'abord Pythagore qui fait la suite des quintes, mais après, avec Euler et plus tard, on va découvrir le facteur de 5, donc les tierces majeures qui sont dans les octaves, dans les harmoniques. Oh, génial! Enfin, bref. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on m'a appris pendant 5 ans ou 7 ans de conservatoire et tout, à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on me dit que majeur, c'est gai? Pourquoi mineur?
pourquoi est-ce que je dois jouer plusieurs notes en même temps? Enfin, toutes ces questions-là, moi, m'ont beaucoup bousculé. Les couleurs, la neuvième, pourquoi? Enfin, essayer de trouver. Et de mes recherches, je suis arrivé à l'évidence de me dire, mais travaille une note. D'abord une. Vois ce que tu peux faire avec une note. Essaye de l'apprécier et voir si tu peux trouver quelque chose avec une note. Puisque l'idée ici n'est pas tellement la mélodie ou le chose, c'est vraiment la couleur qu'elle est, enfin, ce qu'elle est. Et j'ai commencé. Et j'en ai fait une. Et puis je travaille beaucoup sur ces trucs de chaos déterministe, donc d'essayer de générer quelque chose d'organique à partir de machines programmées. Quand je dis machine, je travaille beaucoup avec des loopers. Hein, donc, tu parlais des pitchs et de ces bandes. Ouais. Moi, c'est resté. C'est quelque chose que je fais c'est fondateur, tout le temps. Oui, oui. Enfin, et donc, j'ai repris mes loopers, je les ai mis en place. J'ai pris cette cloque externe. Je me suis rendu compte, avec des travaux précédents, que les mêmes loopers, je peux les lire différemment. En fait, mes loopers, comme je peux les guider avec des fonctions de base, avant, arrière, octave, play, stop, et même les faders, je peux transformer tous les sons. Enfin, tu vois, je peux faire des lectures, enfin, énormément de choses. Et donc, je suis parti que sur ça. Et j'ai fait une première note. Excellent. J'entends aussi que, du coup, le dispositif est plus important. Enfin, c'est pas qu'il est plus important, c'est qu'il fait partie prenante de la musicalité. Oui. Tu vois et ici, c'était vraiment un travail... c'est difficile de faire... Enfin, c'est que je me suis rendu compte, là, dans mon travail, je me suis rendu compte que faire un truc aussi conceptuel que de faire une seule note, si je le laisse comme ça dans l'air, j'arrive pas à l'incarner. Ouais, j'arrive pas à lui donner une consistance. Ça ne reste que du concept. Ouais, tout à fait. Et alors, j'ai... tu vois les peintures d'Albers, les carrés... Joseph Albers, qui fait entre autres, il a fait les fameux squares, tous les squares, donc c'est toutes des couleurs. Ok. Donc c'est années 60, hein, et il va faire toute une série, il va simplement étudier la corrélation des couleurs avec des carrés. Et pourquoi il prend les carrés? Parce que c'est la forme c'est une forme pure, et comme ça, il ne peut analyser que la couleur. C'est la note, c'est ta note, quoi. Oui, non, mais c'est plutôt le format. Enfin, alors la couleur, c'est la note. Par contre, le format, le fait que ça m'avait fort marqué dans ce travail-là de Joseph Albers, c'est que comme il prend un format fixe du carré, ça te permet de pouvoir apprécier véritablement le travail de la couleur, la colorimétrie qu'il fait. Oui, tout à fait. Parce que tu n'as pas de pollution d'autres informations. J'entends. Et quand tu regardes l'œuvre finale, toute l'étoile qu'il a fait sur ça, en fait, c'est merveilleux. Et ça prend un sens, une dimension qui est beaucoup plus grande. Tout à coup, tu transcendes en fait, la forme implicite du carré. Il y a une forme générale qui prend pied. Enfin, qui prend forme. Une forme générale qui prend forme, oui. Et j'ai appliqué ça en me disant, je vais me contraindre. C'est ça. Avec des choses très précises. Une durée, 5 minutes. Le même setup. Le même genre, le même genre de voix, c'est 4 voix, c'est toujours traité. Et donc sur le coup, j'ai quelque chose de concret. Je peux travailler à partir de concret. Et la seule chose qui va changer, c'est la note. Et donc la note ou la couleur, mon appréciation à la couleur. Ah, oui, tout à fait. Ah, c'est passionnant. Hein. Et ça, ça aurait aussi sa place dans des musées ou des galeries. Écoute, en tant qu'installation ou je sais pas. C'est ce que je travaille là-dessus. En fait, je travaille sur plein de choses. Un autre moyen de diffuser la musique, tu vois. Bien sûr. Parce que là, mais la musique est à un autre niveau. Moi, j'entends vraiment la correspondance avec l'art plastique, oui. Quoi, tu vois. Ah oui, on est. En tout cas, là, je touche. De nouveau, c'est un processus. Donc, ici, j'en parle parce que j'ai fini les 12. Et j'ai découvert plein de choses. Au fur et à mesure que je le faisais, j'ai découvert... Enfin, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Et ça a pris... J'en ai fait 1, 2, 3. Quand j'en ai fait 3, ça avait déjà une autre forme. Et puis, j'en ai fait 6. J'ai fait la moitié de l'octave. Je ne les ai pas fait do dièse. Enfin, do dièse, ré. Enfin, je ne les ai pas suivis. Non, un truc, je les ai vraiment fait en fonction du feeling. Aujourd'hui, je fais quoi? Et une fois que j'avais fini les 6 premiers, j'ai laissé de côté.
pendant plus de 6 mois Ok. pour voir ce que j'allais en faire. Tu vois, laisser digérer ce truc. J'ai pas... Et alors, il y a plein d'images qui me sont venues. Pas spécialement l'apprécier en stéréo, tu vois. Donc, comme on apprécie la musique sur une chaîne IFI ou chez toi. Alors, c'est chouette. J'ai eu l'occasion de rencontrer des plasticiens et entre autres Yannick Jacquet, Mhm. qui est un Suisse. Type qui a fait plein de choses. Il fait entre autres mécanique discursive. Ils étaient deux, mais son acolyte est décédé malheureusement. Mais ça suit toujours. Il continue à exposer mécanique discursive. Il a fait plein de trucs entre autres. Il a travaillé avec Anti-VJ à l'époque. Mhm. Enfin, c'est un des Anti-VJ. Et je le rencontre, on s'entend assez bien. Et en fait, Yannick, lui, il m'invite à... Ils font une rétrospective 10 ans mécanique discursive à la Vallée. Ok. Et il m'invite à jouer. Excellent. Et là, moi, je suis à cette époque-là fort dans un travail de diffusion du son dans l'espace. Ok. Et en fait, j'ai déjà plus ou moins mon setup de chaos, mais j'essaye de trouver... en fait, j'essaye de me libérer véritablement de la mélodie, enfin, entre guillemets, de la mélodie Ouais, je ou comprends. de l'aspect concret de la musique. Ce que j'appelle concret, c'est la narration. Enfin, pas la narration. Ouais. On parlait de réalisme en peinture, tu vois. Faire en sorte que la musique soit autre chose que ce qu'on entend à la radio. Enfin, Mhm. le rapport, c'est difficile. J'ai pas encore les mots de ça. Et là, je prends le challenge et j'ai fait 8 heures de son. Ok. Et ça a été une révolution. Parce que tout à coup, j'ai en face de moi... En fait, je découvre le fait qu'il n'y a plus de début et de fin. Mhm. C'est le spectateur qui met un début et une fin. Puisqu'il Tout à rentre fait. dans une salle. Ouais, c'est ça, exact. Et la personne qui rentre dans la salle n'a pas conscience de ce qui s'est passé avant et n'a pas conscience de ce qui se passera après. Il ne prend que un snapshot du moment. Ouais. Et ça a été, ces deux trucs-là, ça a été révolutionnaire. Moi, ça m'a chamboulé parce que, en tant que musicien, je me suis rendu compte d'énormément d'attentes de musiciens. Moi, j'ai été formé en tant que musicien. Donc, on attend de moi d'être un musicien. Donc, on attend de moi de performer. Donc, enfin, toutes des choses comme ça où une performance, c'est les gens arrivent, attendent, regardent, finissent. Une temporalité qui est totalement linéaire. Une forme de passivité aussi dans cette appréciation-là. Et ça a tout chamboulé. Le fait de faire ça pendant 8 heures, où le fait de commencer et de finir était l'ouverture de l'exposition et la fin de l'exposition. Enfin, la journée d'ouverture des salles d'expo. Et ça a été... grosse révélation. Je disais ça parce que... par rapport à ces monochromes, j'ai été le voir, je lui ai fait écouter les 6 premiers. Il m'a fait un super compliment. Il m'a dit, je m'attendais à un truc super rébarbatif. Et il me dit, mais attends, mais c'est ultra mélodique. Et franchement, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, oui, mais c'est les mêmes. Enfin, tu vois, c'est je suis très heureux parce que j'ai réussi à trouver une narration et j'arrive à traiter la narration avec les monochromes. Et j'ai pu traiter ma narration. J'ai vu ma narration. Et donc là, l'idée, on va faire tout un travail en résidence, en salle. C'est ça. Dans une idée installatoire, on ne sait pas encore très bien. Si on sait on sait avec qui on va travailler, comment on va travailler. Là, on est chapeauté par la SBL Home, Home Project. Ouais, je les connais pas. Qui sont surtout spécialisés en médiation art-sciences. Ok. À Bruxelles ou... À Bruxelles, oui. Ok, ouais, je les connais pas. Et grâce à eux, ils sont super. Donc moi, j'ai pitché le projet avec Yannick. Et comme on a quand même beaucoup de bases, moi j'ai beaucoup de bases théoriques et scientifiques derrière, ça leur a fort plu. Et grâce à ça, on est en résidence de travail. Et donc on va pouvoir créer un premier projet installatoire. Autour de ces questions-là. Oui. Ouais. En tout cas, moi, mon intention aujourd'hui où je parle, c'est vraiment une volonté de mise en situation de ces monochromes. Donner un espace pour pouvoir les apprécier et que les gens puissent les apprécier. Mais en gardant cette idée d'extrême durée où le spectacle... En fait, parce que dans ce que tu racontais comme expérience, j'avais l'impression que du coup, tu deviens œuvre.
Oui. C'est-à-dire que c'est comme une personne qui vient voir un tableau. Le tableau existe au moment où la personne est là, Et une fois qu'elle est et partie, ouais. l'expérience s'arrête quand elle s'en va. Ça, Et ça donc, serait sans doute envisageable comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que ok. c'est avec Yannick déjà, il m'a posé des questions. Est-ce que c'est performatif, pas performatif? Est-ce que tu vas jouer? Est-ce que tu vas pas jouer? Moi, juste Euh, dans ce dispositif-là, ouais, de faire quelque chose de très très long. Après, le nom que ça a, je sais pas encore, tu vois, si c'est une ouais. performance ou quoi, mais En tout d'avoir cas, oui, cette durée-là. la longueur a lieu. Elle Le est temps. nécessaire, quoi. Oui, oui. Mm. Et en tout cas, mais comme ça, à chaud et en parlant, l'envie est vraiment de le donner au spectateur, pas l'imposer. Enfin, je l'ai déjà imposé dans la structure et dans la création des pièces. Mm. Maintenant, le fait que les gens, oui, j'aime bien cette idée qu'ils puissent rentrer et sortir eux. Tu vois, Ouais, c'est ça, ouais. le mode exposition. Ouais, moi je trouve ça excellent et je trouve ça aussi excellent d'avoir des temporalités différentes. Oui, C'est-à-dire ta temporalité à toi avec la temporalité des spectateurs, tout à pas du fait. tout la même expérience et ce truc d'infini en fait. Tout à fait. Donc j'ai un duo qui s'appelle Maze and Lindholm. Ah, je l'ai pas celui-là. J'ai pas entendu. J'aurais dû prendre un disque. Je vais te le mettre dans la boîte aux lettres. On ressort un. Donc là, en termes de temporalité et de temps, donc ça, c'est une question qu'on aborde aussi très fort. Donc là, nous, on va sortir une série, et on a sorti le premier volume, 5 pièces de composition cyclique. Ok, Donc le but, c'est que c'est des boucles. c'est ça. La première boucle qu'on sort, c'est 63 minutes. Ok. Euh, Et c'est une boucle, elle est vouée à être répétée à à la fin. c'est une composition cyclique. Donc à C'est la ça. base, c'est mettre en boucle. C'est ça. Excellent. Et alors ça, c'est aussi on a découvert, c'est une expérience. Parce que quand tu le fais, bon alors ici, enfin je vais terminer là. Quand tu le fais, ce qui est très intéressant, c'est que le temps s'arrête. Parce que tu n'as plus aucun référent. Enfin si, tu as plein de référents. En fait, c'est pas que le temps s'arrête, c'est que tu rentres dans une dimension, tu rentres dans un autre espace-temps. Ah bah oui, j'entends. Oui, je veux dire, tu rentres dans une... il y a une forme d'éternité ouais, j'entends. qui apparaît, puisque... et alors, là-dessus, viennent se greffer une quantité de questions et de rapports aux choses préétablies, le rapport à la narration, à l'attente de la narration. Quand on écoute de la musique ou n'importe, tu vois, tu t'attends à avoir... je sais pas, un peu d'emphase à un moment, il va avoir quelque chose d'un petit peu épique ou un petit peu... Enfin, je sais pas, il faut que les sentiments soient pris, et puis après, un relâchement. Si tu rentres dans une musique cyclique, non, c'est toi, c'est ta vie qui va te donner ça. C'est tout à coup, il y a un truc qui va te parler parce que tu es en train de regarder quelque chose, ça va te parler, et tu vas sentir une joie, et puis après, ça va partir, et tu le revivras peut-être à un autre moment. Et puis, toute l'action. Comment est-ce que tu rentres et comment est-ce que tu sors? C'est toi qui dois décider de sortir. Et enfin, il y a des questions comme ça, il y en a plein. Ouais, et donc là, l'idée, c'est de travailler 5 compositions cycliques. Et ça, c'est super excitant. Et on fait tout un travail aussi autour. Ça se greffe sur un travail à partir de boîtes à rythme. Boîte à rythme. J'ai dit tout le temps boîte à rythme, je sais pas pourquoi. C'est pas du tout des boîtes à rythme. Boîte à musique. Ok. Des petites boîtes à musique. Parce que mon comparse, un Mace and Lindholm, a récupéré, il y a quelques années, il a trouvé sur Alibaba, tu vois, une caisse entière de boîtes à musique. Et donc, on a commencé à travailler à partir de ça. Et on fait des... voilà, ça c'est au niveau du temps, là, on travaille. Moi, je suis très très fort impliqué dans ça.
J'ai été amené par mon parcours. Tu parlais tout à l'heure de Beau et de Pilote, parce que c'est des musiques plus improvisées. Donc c'est vraiment... avant ça, j'ai fait même un trio qui mêlait peinture et danse. Un peu revival, black school. Et je dis ça parce que j'ai fait tout un travail pendant un temps sur la performance, tu vois, sur l'attente, le côté assis l'un devant l'autre. Le public vient, tu vois, ce que moi j'appelle du frontal, et donc tu as un spectacle qui est devant. Alors c'est pas du tout récent, ça date depuis plus de 60 ans, on pense à ces questions-là. Mais ça c'est c'est des grosses recherches que je fais dans le sens d'essayer d'extraire la musique de l'attente préétablie. Si je peux dire qu'elle est préétablie. Ah ouais, j'entends. Mais je veux dire, il y a une inertie sociétale et une inertie culturelle. C'est normal, puisqu'on est formé comme ça. Il y a une inertie qui fait qu'on Qu'est-ce qu'on va dire ? On répète le passé simplement parce que ça a été fait comme ça. C'est culturel, quoi. Oui, Il y a quelque chose de culturel, là. mais c'est Après, je pense que l'ordre de la transmission. Mais je pense qu'il y a, dans cette question de la transmission, il y a un rapport plus ou moins actif dans la répétition, tu vois, de se réapproprier des choses. Il y a parfois des choses qu'on répète trop, Oui, on est à d'accord. vouloir trop être à l'identique, Oui, je suis en se disant c'est pérenne et ça ne peut plus bouger, alors que justement ça devrait être organique et ça devrait évoluer, comme un arbre évolue, il ne reste pas tout le temps de la même forme. Et il y a d'autres choses qu'on perd, alors que c'est fondamental et c'est fondateur pour pouvoir continuer à perpétuer. Tout à fait. Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? 11h moins 10. Oh, dis, mais on parle, mais, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Non, j'ai envie de te remercier, c'est gai de pouvoir parler comme ça, Toi, hein, micro merci. ouvert et librement en fait d'une création. C'est pas souvent qu'on peut s'épancher sur un petit peu. Ah ouais. Enfin, si, je le fais tout le temps, mais je veux dire de le partager comme ça. Tu vois, parce que nous on a été amenés à travailler ensemble entre autres avec ta dame. Et je trouve ça chouette de prendre le temps, en fait, de se rencontrer, de pouvoir partager. Et au-delà de ça, ici, c'est partagé à d'autres gens. Donc, je trouve ça super. Moi, ça me semble hyper important qu'on témoigne de ce qu'on vit aussi, tu vois. Et c'est ma manière à moi de créer du lien. Tout à fait. Aussi. Tout à fait. De mettre en lien des gens qui ne sont pas forcément en lien, mais qui sont dans le même espace, parce que c'est quand même pas mal Bruxelles. Après, je vais voir ce que ça devient, tu vois, on verra bien. Oui. Pour l'instant, c'est les gens que j'admire le plus, en fait, qui viennent. Donc, c'est gentil. C'est même pas forcément... et aussi humainement, avec qui c'est cool, tu vois. Mais comme tu dis, c'est chouette ce devoir un petit peu devoir de mémoire ou de documentation. Ça. Exactement. Parce que comme tu dis, ça part. Oui, et si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Non, mais c'est cool. Cyril, je te remercie infiniment. C'était un vrai plaisir. Mais oui, super. Et allez, salut tout le monde. Salut tout le monde, merci. Je me sens bien. Bon, cool. Trop chouette. Ouais. Et on peut faire ça tout le temps.